confond vraiment tout. Déjà, quand il nous dit les entreprises paient des impôts, maintenant, tout le monde paie des impôts. Même les plus pauvres paient des impôts. Ils paient de la TVA, tout le monde paie des impôts. D'accord ? Donc, arrêtons de nous dire, oui, les entreprises paient des impôts. Sauf que les baisses de fiscalité ces dernières années ont été ciblées majoritairement sur les entreprises et sur les plus riches. Et ça, il oublie de le dire. Sous Macron, il y a eu 25 milliards de baisse d'impôts sur les plus riches et sur les entreprises. Et là, on s'apprête à en faire d'autres avec les baisses des impôts de production. Donc, toutes les baisses d'impôts ont été ciblées sur les plus riches, sans aucune contrepartie. L'efficacité a été démentie par plusieurs rapports commandés par le gouvernement et on ne revient jamais sur ces baisses d'impôts. Et ces baisses d'impôts, elles s'ajoutent à d'autres baisses d'impôts. Parce que vous savez, avant que Macron arrive au pouvoir, il y a eu le CICE qui était une baisse de charges. Et avant ça, entre 2000 et 2010, vous avez eu plus de 100 milliards de baisses d'impôts et 30 milliards d'exonération de cotisations. Donc, ça fait 130 milliards de baisse d'impôts globales, sans aucun effet. Donc ça fait une vingtaine d'années que nous avons des baisses d'impôts successives, et il faut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Cet État-là, il est à votre service. Il est là pour vous aider, il n'est pas là pour vous empêcher. Il est là pour vous simplifier la vie, il n'est pas là pour vous la compliquer. Il est là pour vous répondre à vos inquiétudes, pas pour créer d'autres inquiétudes. Il est là pour vous faciliter l'accès au financement, pas pour vous bloquer le financement. Il est là pour vous servir, et pas pour se servir dans vos poches. Il est là pour vous remercier parce que vous êtes celles et ceux qui animent le territoire, qui créent de l'activité, qui réinventent le pays, qui réinventent la production, qui offrent des perspectives, des emplois à nos enfants, à nos petits-enfants. Nous avons besoin de vous, nous sommes à votre service. Vous pouvez compter totalement sur le gouvernement français et sur le président de la République. Et croyez-moi, les plus beaux jours sont devant vous. Les Saadés se sont enrichis grâce à une privatisation très accommodante, à une inflation non régulée, mais aussi grâce à un régime fiscal extrêmement privilégié. En effet, depuis 2003, les compagnies maritimes ne sont plus imposées comme les autres entreprises. Elles ne payent pas l'impôt sur les sociétés, mais sont imposées sur le tonnage de leurs navires. En 2022, le groupe CMA-CGM a donc bénéficié d'un taux d'imposition à 2,3% contre 25% pour les autres entreprises. Rien que cette année-là, cette niche fiscale a fait perdre aux finances publiques 4 milliards d'euros et la CMA-CGM en est le premier bénéficiaire. Le CAC 40, il touche plein d'aides d'entreprises. Il a 1000 filiales dans les paradis fiscaux. 1000 filiales, 40 entreprises ont plus de 1000 filiales. Le gouvernement devrait leur demander à quoi servent ces filiales. Parce que si elles servent à faire de l'optimisation fiscale, dans ce cas-là, on leur retire leurs aides. Et là, on va trouver des dizaines de milliards, facilement. Mais non. Non, il faut alors aller chercher sur les malades, avec les économies sur les médicaments, sur les vieux, avec les économies sur les retraites. Des gens de la majorité proposent de désindexer les retraites, qui avaient déjà du retard sur l'indexation. Et il faut aller trouver ça sur les chômeurs, avec une énième réforme du chômage. Donc non, dans ce que dit Bruno Le Maire, il y a une mauvaise foi, il y a une vraie mauvaise foi, il y a une confusion. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui des très riches, des grandes entreprises qui évitent l'impôt. Vous engagez à créer des règles différenciées si c'est des très grandes entreprises ou des PME, comme le droit à l'erreur par exemple, qui pour l'instant est pour toutes les entreprises? Il faut que les règles soient les plus simples possibles pour les petits. Le rôle de l'État, c'est de protéger les petits. La meilleure façon de protéger les petits, c'est de leur imposer des règles qui soient les plus souples possibles, les plus simples possibles, d'éviter de multiplier à chaque fois les obligations, les contraintes, les déclarations dont les gens ne se sortent pas. Quand je dis qu'on va supprimer tous les CERFA, qui ça concerne en priorité? Les artisans, les commerçants, les indépendants, les très petites entreprises, tous ceux qui font vivre le pays et qui en ont assez de remplir de la paperasse au lieu de faire leur job. Je n'ai pas l'impression qu'il ait répondu à la question. Pas vraiment, alors vous me connaissez, je l'ai reposé. Et pour les grandes entreprises, votre projet du coup? Les grandes entreprises, elles vont être concernées également, mais je le redis, ma préoccupation numéro 1, c'est les petites entreprises, c'est les petits entrepreneurs, c'est les artisans, c'est les commerçants, c'est eux qui n'ont pas les moyens de remplir des déclarations qui sont trop lourdes, c'est eux qui ne s'en sortent pas lorsqu'ils font face à des obligations administratives qui sont trop lourdes, c'est eux qui ont besoin de conseils et d'accompagnement. Donc ma priorité, elle va à cette population-là, qui trime, qui se donne beaucoup de mal, qui croit dans l'avenir du pays et qui a simplement besoin qu'on la comprenne et qu'on lui simplifie la vie. Ce qui fait Bruno Le Maire, c'est que c'est connu. Il met en avant les salariés pour protéger les grands patrons, pour protéger les grands actionnaires, comme on met en avant les PME pour protéger les grandes entreprises. Alors qu'au final, tous les dispositifs qui sont mis en place profitent toujours aux plus riches et toujours aux grandes entreprises. Rodolphe Saadé s'est contenté de naître et de tirer profit de la situation confortable que son secteur du transport maritime occupe dans la reprise économique post-Covid.
Vous vous contentez de travailler pour ne plus pouvoir vous payer les produits rendus hors de prix par Saadé et ses semblables. La mondialisation, l'inflation, les délocalisations, la baisse du pouvoir d'achat sont décrits par nos médias comme des processus incontrôlés, inéluctables, dont les causes sont complexes et bien abstraites. Or, derrière ces mots creux se cachent des noms et des adresses. Vous souffrez de l'inflation des produits qui vous permettent de survivre? L'un des responsables s'appelle Rodolphe Saadé. C'est l'héritier d'un homme d'affaires, lui-même héritier, qui a su piller le contribuable avec la bénédiction de nos politiques. Le gouvernement cherche à faire des économies à la suite du dérapage du déficit public à 5,5% du PIB en 2023. Le Premier ministre Gabriel Attal a tenu la semaine dernière un séminaire gouvernemental sur le travail. À la suite de celui-ci, il était l'invité du JT de TF1. Il a indiqué que le gouvernement étudiait une réduction de la durée d'indemnisation ou une modification du temps de travail nécessaire pour ouvrir des droits à une allocation. Ce qu'il veut faire en tapant sur les chômeurs, donc en baissant le droit à l'indemnisation, le temps d'indemnisation et en radiant massivement, les privés d'emploi qui ont acquis un droit à l'assurance chômage, et en tapant aussi sur les allocataires du RSA avec RSA Contractivité, c'est de faire en sorte de créer un vivier de main-d'œuvre pas cher qui sera tellement pris à la gorge qu'il sera contraint d'aller faire n'importe quel boulot à n'importe quel prix, n'importe où et n'importe quand. Les travailleurs handicapés qui travaillent en ESAT et qui sont concentrés entre eux dans ces structures, souvent d'ailleurs par type de handicap, sont exploités hors le droit du travail. En fait, ils sont assujettis à un contrat d'usager qui est attaché au Code de l'action sociale et des familles, ce qui les prive de fait de la reconnaissance légale du statut de travailleur, ce qui les prive aussi du droit au salaire minimum, ce qui les empêche de cotiser à l'assurance chômage ou encore de se pourvoir au prud'homme pour défendre leurs intérêts de travailleurs. La question, c'est est-ce qu'ils vont nous ressortir la même salade d'une union de la gauche avec un Yannick Jadot ultra belliciste, militariste, soutien et suiviste absolu de l'OTAN, avec un Glucksmann qui non seulement a ces positions-là, mais dont on connaît le parcours. Enfin, ça date pas d'hier. Je veux dire, c'est quelqu'un qui était pro-guerre en Irak. C'est quelqu'un qui a un discours, en fait, de défense absolue de l'impérialisme français. Moi, la dernière chose que je veux dire sur Raphaël Glucksmann et qui m'inquiète énormément, c'est qu'il défend certaines idées qui, pour moi, appartiennent à la droite. Quand Raphaël Glucksmann dit qu'il faut des quotas d'immigration en fonction des besoins des économies européennes, moi, je tombe des nues. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une vision utilitariste de l'immigration. Mais c'est une vision de droite de l'immigration qui est très inquiétante. Et il me semble que même François Hollande n'allait pas aussi loin dans le discours sur l'immigration. Alors nous, on a une maraude littorale, c'est-à-dire toutes les nuits, on va longer la côte pour venir en aide aux personnes qui ont été entravées. Parce qu'il faut imaginer qu'en plus d'être entravées dans leur tentative, en fait, ces personnes sont complètement abandonnées sur le littoral. Donc vous allez aller en pleine nuit et vous allez avoir des centaines et des centaines de personnes, des femmes, des enfants, des personnes en situation de handicap, des mineurs isolés, qui vont se retrouver complètement en errance, souvent trempés, parfois traumatisés, dû à l'expérience qu'ils viennent de passer. Et donc nous, on est là pour à la fois donner des couvertures de survie, changer les vêtements, et puis aussi pour prendre le témoignage de ces personnes, pour pouvoir alerter sur ces pratiques qui sont complètement en dehors du cadre légal. Et quand il dit, je recite encore une fois, on sent bien qu'il y a un problème d'intégration, et donc il y a une révolte qui parcourt l'Europe et une affirmation de l'extrême droite sur cette question-là, pareil, je tombe des nues. Comment une personne de gauche peut parler déjà d'intégration et de dire qu'il y a un problème d'intégration, donc jetant le soupçon sur les immigrés qui viendraient en Europe et qui ne seraient pas suffisamment intégrés. Moi, ça m'inquiète énormément. Et que si c'est pour revenir à une gauche de droite, moi j'ai envie de dire non merci. Le fait de ne pas avoir de discours alternatif pour contrer une bataille culturelle offensive menée par l'extrême droite qui dit tout simplement que son discours sur l'Europe est clair, c'est la défense d'une civilisation européenne contre l'immigration ou la propagande LGBT, c'est ce qu'ils disent. Donc cette bataille culturelle très offensive, s'il n'y a pas de discours alternatif pour contrer cette avancée-là, oui, la faiblesse de la gauche fait que forcément ça laisse un espace assez fort à l'extrême droite. Qui n'a pas en tête l'histoire des 40 bébés décapités à Kfar Aza? Eh bien, spoil, cette information a été démentie. Selon une enquête Le Monde, le bureau de presse du gouvernement israélien reconnaît que ces décapitations de 40 bébés n'ont jamais eu lieu. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, le mardi 10 octobre 2023, 3 jours après l'offensive du Hamas, la journaliste de I24, Nicole Zedek, a indiqué que 40 bébés ont été décapités à Kfar Aza en Israël. Elle fait état de cette découverte dans
le kibboutz libéré par l'armée israélienne. Dans un premier temps, elle a assuré les avoir vus, puis dans un second temps, cette information lui a été donnée par un commandant israélien. Dans un troisième temps, il s'est lui-même défaussé en disant que c'était un soldat sur place qui avait vu ces 40 bébés. Donc la rumeur a été lancée, ces informations ont été ensuite reprises sans vérification par les médias mainstream qui n'ont pas hésité à buzzer sur cette histoire, d'autant plus que celle-ci ne figure dans aucune dépêche des agences de presse présentes sur place. Il n'y a pas de crise humanitaire à Gaza, il n'y a qu'une crise politique. Et cette crise politique, c'est la nôtre, parce que personne ne peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe actuellement. Ce qui s'est passé à Chifa, c'est une espèce d'énorme monstruosité, mais qui correspond à une monstruosité quotidienne et depuis des années. Il ne se passe pas de passage dans les prisons israéliennes sans torture. Et aujourd'hui, on sait que des médecins sont torturés actuellement dans les prisons israéliennes. La balle est dans le camp des politiques et la balle est dans le camp de l'Occident. L'Occident a les moyens de faire cesser, y compris la France. La France est sur la sellette aujourd'hui sur ce dossier et des mesures politiques doivent être prises. L'atout Rima Hassan, c'est aussi une manière de dialoguer avec cet enjeu. Mais le désaccord que j'aurais sur cette question, c'est que c'est in fine au service d'un programme qui est celui du maintien, je veux dire, de l'invocation des résolutions de l'ONU dont on connaît le résultat aujourd'hui et dont on voit en fait les conséquences, et d'un programme qui se limite effectivement à, pour moi, des revendications dépassées. On connaît toutes les limites des frontières d'Oslo, on connaît ces débats-là, et je pense qu'en réalité, la nécessité aujourd'hui pour mettre un terme au génocide immédiatement, c'est pas tant d'une invocation abstraite aux résolutions de l'ONU, mais c'est au développement d'une campagne anti-impérialiste en France qui dialogue avec les aspirations de toute une jeunesse qui se politise sur la question et qui est fermement critique de la position de son propre gouvernement.